est dans un drôle de monde et de moment. Et oui, je pense que la psychiatrie a grugé le terrain de la normalité. Et moi, je pense que la psychiatrie, vaut mieux qu'elle s'occupe pas trop du malheur. Hein, parce que je suis pas sûre que c'est son expertise. Qu'est-ce que ça veut dire, pas trop s'occuper du malheur? Vous allez comprendre pas mal dès le début de la conversation de cette semaine comment le travail de mon invité est arrivé sur mon radar, ce qui fait que je vais pas me répéter inutilement ici. Mais une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est à la fois une écrivaine et une psychiatre et que ces deux pratiques se nourrissent de façon assez intime l'une et l'autre. C'est ça, à mon avis, qui rend entre autres sa prise de parole aussi éclairante. Moi, personnellement, c'est la même chose pour vous. J'ai une fascination pour les gens qui réussissent à nourrir deux parts d'eux-mêmes qui nous sont présentés traditionnellement comme étant diamétralement opposés. C'est comme si l'émotion rencontre le pragmatisme, comme si l'art rencontre la science. Et c'est ce dont on va parler, entre autres, avec mon invité. Avant qu'on plonge, je vais être ce gars-là. Vous me regardez en ce moment, vous m'écoutez en ce moment sur votre plateforme de prédilection. Si vous aviez la gentillesse, l'amabilité de laisser un petit commentaire, une petite note et surtout de vous abonner, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Ça fait sincèrement toute la différence. Maintenant, plongeons dans la convo avec Wanessa Younsi. Wanessa Younsi, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'invitation. L'histoire est vraiment simple. Je suis allé à l'émission Il restera toujours la culture à Radio-Canada. Il y avait l'algorithme littéraire. C'est Mathieu Gosselin qui fait ça. Puis ils m'ont demandé préalablement, qu'est-ce que tu aimerais te faire recommander? J'ai dit, de la poésie ou des essais. Ah. Et là, Mathieu est arrivé avec Soigner, aimer, puis il m'a dit, je pense que tu vas aimer ça. C'était un vendredi. Okay. Le samedi, j'étais ici, je travaillais. Une fois que j'ai eu fini de travailler, je suis allé au café à côté et j'ai lu Soigner, aimer. Et c'est après ça que je t'ai écrit pour te dire... je pense qu'on aurait des choses à se dire, ce serait intéressant. Première chose, avant qu'on parle du livre, comment se passe ta journée? En fait, je me suis réveillée à 2h du matin. Je suis un petit peu fatiguée, mais ma journée va bien à part ça, mais ça m'arrive comme jamais. Ouais. Ah, c'est 2h du matin, même pas pour le travail, c'est 2h du matin comme un éveil. Non, finalement, j'ai travaillé un peu, mais c'est ça. Ouais, un éveil, ouais, mais je dors toujours bien, moi, d'habitude. C'est quoi les causes de l'insomnie? Bonne question. Ça peut être beaucoup de choses. Non, mais mettons dans ce cas-ci. En fait, j'ai une grosse journée à l'hôpital. Je remplaçais dans un nouvel hôpital où j'avais jamais travaillé à l'hospitalisation, puis intégré un nouveau dossier qui s'appelle le dossier santé numérique dont on a parlé abondamment dans les médias. Et c'était ma première. Il y avait plein de couleurs, plein de trucs informatiques. Je pense que j'ai été surstimulée. Tu as grandi à Québec? Oui, comme toi d'ailleurs, non? Comme moi d'ailleurs. Okay. J'ai grandi à Québec, à Sainte-Foy, toi? À Cap-Rouge. À Cap-Rouge? Oui, juste à côté ou à Sainte-Foy. C'était comment l'expérience de grandir à Québec quand on s'appelle Wanessa Younsi? En fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que comme à la hauteur d'enfant, on dirait que moi, j'ai jamais vu la différence. Puis il faut dire que moi, j'ai été élevée, ma mère est québécoise, mon père est algérien, mais la culture arabe ne m'a pas vraiment été transmise. Ouais. Donc, je me suis toujours sentie... le membre fantôme, c'est comme ça que tu l'appelles. Oui, dans un de mes livres métissés. Ouais. Donc, je me suis toujours sentie profondément québécoise. Puis donc, j'ai jamais vraiment senti la différence, mais des fois, des remarques. Mes parents m'avaient raconté que quelqu'un m'avait dit que j'étais sale. Puis là, semble-t-il que dans le bain, j'essayais de me laver abondamment. Mais tu vois, je m'en rappelle même pas. Le déni, c'est bien fait. Tu as dit, j'ai toujours écrit, même enfant. C'est venu de ma mère et de ma grand-mère, deux femmes qui aimaient les mots. Enfant, c'était ma façon de garder vivante certaines parties de moi que j'avais du mal à exprimer autrement. C'est lesquelles ces parties-là que tu as gardées vivantes grâce à l'écriture dès ton jeune âge? C'est drôle, hein, mais dans un de mes textes, j'ai écrit, c'est les parties de nous qui sont des jardins. Hein, c'est un peu donc les parties qui sont vivantes, les parties qui sont qui poussent, qui sont aussi pleines de mauvaises herbes, peut-être des parties que j'étais plus gênée d'exposer, peut-être liées à mon histoire aussi, comme on parlait des membres fantômes, peut-être des parties inconnues. Je cite souvent Nicole Brossard qui écrit « Il y a des nuits en nous, il faut s'en occuper ». Fait que j'ai l'impression que c'était un peu mes nuits en moi que je connaissais pas à l'époque, mais que comme enfant, j'ai l'impression qu'on pressent. À quel moment tu as su que l'écriture, ça allait te permettre justement d'exprimer
cette nuit en toi? Oui, mais en fait, je pense que ça passe au-delà du savoir. Je me suis jamais dit, j'écris pour ça quand j'étais petite. C'était comme vraiment un peu un instinct, un mode de survie, un plaisir aussi, une joie. Je pense que pour moi, il y a un jeu dans l'écriture, il y a une joie. C'est un endroit où je me dépose, où je me repose, où je me sens exister. C'était quoi le contexte quand tu écrivais, quand tu étais enfant? Je suis une gribouilleuse, fait que j'avais évidemment, comme tous les enfants, des journaux intimes. Je sais pas si toi, dans ta banlieue à Sainte-Foy, c'était comme à Cap-Rouge, mais on avait des petits cadenas sur nos journaux. Bien sûr, je les ai relus récemment en allant dans le sous-sol de mes parents. OK. C'est pas édifiant. Oui, exact, mais c'est touchant. Oui, absolument. C'est ça. C'est des parties de nous qui nous habitent encore quelque part, je pense. Donc, c'est ça. J'avais des journaux, je gribouillais, j'ai retrouvé des recueils de poésie qu'on faisait à l'école. Puis rapidement aussi, je me suis intéressée à la poésie, mais comme je te dis, via ma mère qui avait fait des études en langue. Voilà, donc il y avait plusieurs livres de poésie dans la bibliothèque familiale. Est-ce que ça influence l'approche de l'écriture, le fait que la transmission ou la filiation de cette écriture-là, elle soit transmise par des femmes, puis par les femmes de ta vie, ta mère, ta grand-mère? Bien, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que autant ça a été transmis par mes femmes, autant dans le cursus scolaire, je ne sais pas pour toi à l'école Rochebelle, mais souvent, c'était plutôt des hommes qui nous étaient enseignés, à l'exception d'Anne Hébert que j'ai lu à l'époque, et Gabriel Leroy. Mais mon point, c'est que je trouve que dans disons, le récit officiel à travers mon cursus scolaire, c'était plutôt les hommes, l'écriture des hommes qui m'est enseignée. Puis, dans le fond, c'est peut-être le lien maternel qui m'a ramené plus tard à l'écriture des femmes. Il y a des amis poètes femmes aussi qui ont beaucoup influencé mon écriture, mais que j'ai un peu découvert de manière autodidacte. Mais je pense que je dirais ma mère, ma grand-mère, pour moi, c'était aussi cet amour-là, cet amour des mots, cet amour du bien écrire. Ma mère, elle me disait souvent, si je faisais des fautes d'orthographe, que c'est comme si je coupais un membre à quelqu'un qui manquait des doigts ou tout ça. Donc, j'avais quand même un souci de l'écriture et du mot juste. Est-ce que c'est important pour toi que les gens autour de toi écrivent et parlent bien? Non. Non, j'aime ce qui dépasse maintenant. Ouais. Pourquoi t'aimes ce qui dépasse? Parce que je suis psychiatre. Oui, bon, ça aide. Je pense que c'est ce qui fait un peu notre humanité. Quand on regarde, par exemple, les textes écrits avec l'intelligence artificielle, on dirait que moi, maintenant, j'espère et je veux des coquilles partout. Tu comprends? Parce que c'est ce qui nous reste, c'est nos erreurs, nos imperfections, notre humanité. Fait que j'adore maintenant qu'il y a des coquilles. Apprécions ce qui dépasse. Dans un article de la presse, on décrivait ton parcours comme suit. Si elle s'est tournée vers la médecine, c'est pour honorer ses bons résultats scolaires et les espoirs de son père immigrant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je m'en suis tellement voulu d'avoir dit ça dans l'entrevue, puis que ça soit cité ainsi. Mais en fait, bon, moi, j'étais un peu une bolle à l'école, première de classe, puis c'était un peu attendu que j'irais en médecine. À l'époque, les premières de classe allaient en médecine. Puis je pense qu'il y avait un peu quand même, dans la famille, je dirais un récit d'ascension sociale, probablement lié aussi à la culture, à l'histoire de mon père, qui avait grandi dans un petit village en Algérie. Puis je pense qu'inconsciemment, ça m'a probablement été transmis. Donc, c'est un peu la lecture que j'en ai, mais probablement qu'à l'époque, je le vivais pas ainsi. J'avais aussi, quand j'étais petite, le rêve de faire ma vie en Afrique et de faire de la coopération internationale. Donc, évidemment, tout le lien avec le père, mais tout ça, je l'ai vu après. Puis finalement, quand j'ai été en médecine, j'ai trouvé ça plutôt ennuyant. Là, je suis toujours gênée de le dire, puis j'espère qu'il n'y a aucun collègue qui m'écoute en ce moment. Mais donc, je trouvais ça ennuyant. Puis la seule discipline qui m'a parlé, qui m'a émue, qui m'a touchée, qui m'a semblé vivante et pleine de zones grises, c'était la psychiatrie. C'est là que j'ai décidé que j'allais faire une partie de ma vie. Étais-tu une bolle naturelle, une bolle anxieuse, une bolle travaillante, une bolle instinctive? Je savais pas qu'il y avait toute cette typologie des bolles. C'est intéressant. J'étais d'une lignée de bols, en fait. Ma mère et ma grand-mère étaient aussi des premières de classe. Donc, je pense qu'il y avait ces exigences élevées qui m'ont été transmises. J'étais, je dirais, une bolle assez orgueilleuse aussi. Je voulais garder ma première place, oui. Un autre dénominateur pour les bolles. De bols, oui, c'est ça, je l'avoue. Oui, c'est ça, je tenais à mes bonnes notes. Un B, ça représentait quoi? Je l'ai écrit dans Soigner Aimé, encore une fois un peu gênée. Je suis toujours gênée de ce que j'écris. Là. On dirait qu'en parole, ça sonne encore pire, mais en fait,
j'avais un B, pour moi, c'était la fin du monde. Là. Ouais, je pense que dans Soigner Aimé, j'ai pensé à la mort. Là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Ah, ça n'en dit pas sur ma psyché, mais je vais mieux aujourd'hui. Ça m'intéresse l'idée de cette gêne de ce que tu écris, puis cette gêne quand je te cite quelque chose que tu as dit dans un article. Pourquoi c'est gênant? Mais on dirait que je trouve ça plus facile à la limite dans l'écriture parce que ça m'appartient plus. On dirait que dans la parole, il y a quelque chose qui personnellement me suit ou peut-être que j'assume moins de le dire. Puis je trouve que l'écriture, c'est ça qui est intéressant, particulièrement en poésie, c'est qu'on peut écrire des choses qui ne sont pas toujours comprises ou qui peuvent être lues à différents degrés. Mais on dirait que la parole, il y a quelque chose de plus brut peut-être. Mais j'apprends tranquillement. Il faut. Je m'étais dit, je te cite, que si je n'étais pas prise en psychiatrie, je ferais autre chose de ma peau. Moi, personnellement, dans la vie, ça m'arrive de me mettre dans des situations et de secrètement espérer que la situation se passe pas. Ah, c'est vrai? As-tu un exemple? Je suis curieuse. C'est beaucoup lié au travail. OK. Beaucoup de trucs que je vais accepter puis me dire, si ce truc-là pouvait être annulé, j'en serais un peu heureux. Mais quand je suis rendu de l'autre côté, par contre, parfois, il y a une fierté, une certaine satisfaction de l'avoir fait. Oui. Je te dis ça parce que je me dis, tu te dis, si je n'étais pas prise en psychiatrie, ça aurait ouvert un autre univers de possible. L'as-tu souhaité secrètement pas être prise en psychiatrie? Je pense qu'il y a un côté de moi qui se disait que c'était une bonne chose que je sois prise en psychiatrie, mais je m'étais dit probablement que j'investirais justement dans la littérature, peut-être les études en littérature, mais tu vois, finalement, je trouve que ça a été une bonne chose que je sois prise en psychiatrie parce que ça m'a permis de faire les deux. Et je pense que ça a aussi enrichi mon parcours comme écrivaine. C'est comme si ça m'a apporté, dans le fond, un terrain. Hein? Il y a des écrivaines des fois qui vont carrément essayer d'aller dans des terrains comme à l'hôpital psychiatrique ou qui vont le vivre comme patient-patiente. Moi, j'y suis presque chaque jour. Donc, ça me donne vraiment des clés de l'âme humaine, puis des clés du langage, en fait. Donc, au bout du compte, je suis contente. Fait que je pense pas que secrètement, je voulais ne pas être prise. Il y a une phrase que tu écris dans Soigner Aimé, dont on va parler plus en profondeur tantôt, le livre lui-même. À la page 88, tu dis « Tu aimes songer que tu peux refaire ton existence chaque jour. » T'es-tu déjà imaginé ce qu'aurait été ta vie sans la psychiatrie? C'est intéressant que tu dises ça. On dirait que maintenant, c'est tellement partie de mon identité. C'est même un peu troublant. Tu sais, c'est vraiment une partie de moi. Puis tu vois, Soigner Aimé, je l'ai écrit il y a quand même déjà plusieurs années. Presque 10 ans. C'est ça. 10 ans. Puis aujourd'hui, je suis plutôt à l'étape de ma vie où je me dis, je peux pas refaire ma vie. Tu comprends? Dans le sens que j'ai une famille, j'ai des jeunes enfants, puis je ne veux pas refaire ma vie. Je suis à l'étape où je suis contente de ce que j'ai, puis c'est un peu maintenant ma définition pour moi du bonheur, un peu être satisfait de ce qu'on a. Puis je suis à cette étape-là chanceuse de ma vie, après des années de thérapie, mais bon, j'y suis arrivée. Qu'est-ce que ça prend pour arrêter de vouloir se réécrire? Je demande pour un ami. Bonne question. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui se réécrit beaucoup. Fait que j'ai de la difficulté à comprendre ça. Mais je pense que c'est accepter l'inconscient. Oui, je dirais ça comme ça. Accepter justement que les choses ne sont pas belles, ne sont pas propres, ne sont pas lisses. Mais c'est ça qui fait la beauté, à mon avis, de l'écriture. De nos vies. T'as dit qu'il y a eu longtemps un fossé entre l'écriture et ta pratique de médecine, ta pratique de psychiatre. Puis à un moment donné, les deux choses se sont comme ralliées pour toi. Comment c'est arrivé, cette espèce de jonction qui s'est faite entre les deux puis qui a tenu? Je pense que ça a passé par l'écriture parce que tu vois, dans Soigner Aimé, pour moi, c'est une période de ma vie qui est beaucoup plus clivée où effectivement, je me sentais médecin de jour et poète de nuit. Puis de peu à peu, à force d'écriture, on dirait que j'ai trouvé certaines clés dans le langage lui-même. Puis je pense aussi à travers la psychiatrie où je me suis un peu plus laissée aller. C'est comme si avec les années, j'ai développé aussi finalement mon style en psychiatrie. Puis je pense que je suis de plus en plus poète
en psychiatrie. Puis j'ai beaucoup plus de plaisir à être poète aussi en psychiatrie que d'essayer d'être une machine ou d'essayer d'être une technicienne de la douleur. Donc, je pense que ça a été une évolution avec l'expérience, aussi avec des années, comme je disais, en thérapie, en analyse. Puis je pense aussi le fait d'être mère, où finalement, ce qui relie tout ça, c'est un peu, bon, ça a l'air quétaine, mais j'ose le dire, l'amour. Le quétaine est vrai. Oui, le quétaine est vrai, l'amour, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'investir ce temps-là, ben c'est parce qu'on aime ça. Hein? Puis je pense que j'ai appris à aimer la psychiatrie. Avant, je crois que je ne savais pas comment. Ah ouais? Donc, ça a pris l'écriture pour apprendre à aimer ton métier. Ben, je pense apprendre qu'on pouvait aussi y jouer au sens de Winnicott, c'est-à-dire se sentir exister, se sentir créatif. Puis dans le fond, c'est drôle, j'écrivais dans Soigner aimer, dans le fond qu'un jour, peut-être on va être remplacé par des robots, mais que les psychiatres, on serait probablement les derniers. Je le crois encore, mais au moins on va être les derniers. Tu sais, c'est l'idée qu'il y a un peu d'une part de nos imperfections, de notre créativité, de notre style, de notre moi, qui ça, essaie d'être imité par l'intelligence artificielle, mais pour le moment, c'est encore mon sang. Poète en psychiatrie. Ça m'intéresse parce qu'il y a un terme que tu évoques dans certaines entrevues, puis je pense que c'est un concept qui est de plus en plus commun dans votre univers, qui est la médecine narrative. Puis j'ai l'impression que c'est une réponse à ce que plusieurs peuvent reprocher à leur expérience dans le système de santé. Puis tu l'as dit à quelques reprises, souvent les gens se sentent bien traités, mais ils se sentent pas entendus ou écoutés. J'aimerais ça que tu me parles de la médecine narrative, puis comment, mettons, le commun des mortels peut s'y reconnaître, puis comment ça pourrait faire évoluer positivement notre relation avec le soin puis la médecine en général. En fait, d'abord, c'est ça, la médecine narrative, c'est un courant qui a commencé plus dans le monde anglo-saxon, qui a été initié notamment par Rita Charon, qui était une interniste, donc en médecine interne. Puis l'idée assez simple, si je vulgarise, ce serait de dire que finalement, écouter un patient et lire un texte, c'est des compétences similaires. L'autre idée, c'est que finalement, littérature et médecine sont souvent liées parce que dans le fond, c'est une relation qui est un peu inhérente. Hein? Donc, Rita Charon va dire que finalement, on s'intéresse aux grandes questions humaines, tant en littérature qu'en médecine, que chaque patient est plus que la somme de ses mots, comme un poème va être plus que la somme des mots. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont faits par la médecine narrative, par Rita Charon, entre les deux disciplines. Mais l'idée, c'est un petit peu de pratiquer ces compétences-là à travers l'écriture, puis à travers une lecture, en fait, je dirais, assez détaillée d'un texte, puis de partager ensemble. Avec cette idée aussi, il y a certaines méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, exemple, on peut faire des ateliers de médecine narrative. Une méthode que j'ai découverte plus récemment que je trouve extraordinaire, ça s'appelle le dossier parallèle. Fait que l'exemple qu'elle va prendre, c'est si moi, je vois un patient qui me rappelle mon grand-père qui a un cancer du pancréas, c'est important, mais je ne peux pas le mettre dans le dossier du patient. Donc, j'ai besoin, mais ça doit être déposé quelque part et ça doit être écrit quelque part. Donc, ça se doit pas juste d'être vécu, ça se doit d'être incarné. Dans le fond, de l'écrire, c'est aussi de le doublement vivre. Ça rajoute un surcroît de vie, puis ça nous fait prendre conscience pourquoi, dans le fond, je vis tout ça quand je rencontre ce patient. Pourquoi je vis ces émotions comme soignant. Puis bref, de prendre conscience de notre position comme soignant. Puis dans le fond, l'écriture est vue comme un médium. Moi, j'ai découvert ça sur le tard, la médecine narrative. C'est un peu comme si j'ai réalisé que finalement, je faisais ça sans le savoir. Ta vie, c'est ça. Fait que c'est des jeunes ou des étudiantes qui m'ont parlé de ça, qui m'ont initié à ça. Mais je l'ai fait un peu sans savoir qu'est-ce que je faisais. Puis c'est un peu ça l'art aussi. Là. Il y a une certaine part d'intuition aussi. Mais je pense qu'au bout du compte, soigner aimer, soigner écrire, c'est un peu mon dossier parallèle. T'sais. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, nous, comme patients du système de santé, pour inciter la personne qui est en face de nous à écouter notre histoire puis à s'en servir dans ce traitement-là pour que ça soit plus fonctionnel ou en tout cas que ça aille mieux? Hey, c'est tellement intéressant ce que tu dis là. Je pense que, tu vois, peut-être que là, l'écriture, pour moi, aurait une place, des récits de patientes qui décrivent leur expérience, par exemple avec l'endométriose, avec des douleurs chroniques. Je pense que ça fait beaucoup aussi pour sensibiliser les soignants, les soignantes à ce que finalement, ce qu'on n'entend pas. Parce que moi, je dis tout le temps, dans le fond, le patient, la patiente arrive avec son récit. Puis nous, comme médecins, on cherche le diagnostic. Mais dans le fond, je ne crois pas que c'est tant aux patients ou aux patientes de comme, faire l'éducation
l'association des médecins. Je pense que c'est aux médecins de travailler ça. Puis de dire, dans le fond, le récit est encore important en médecine. Et puis pourtant, quand on va voir le médecin, on dirait je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont tendance à se faire des listes, à s'écrire ce qu'ils doivent lui dire pour être sûr de rien oublier. C'est ça, parce qu'il essaie de répondre à l'attente aussi du médecin. Exact. Mais dans le fond, on est un récit, on se présente avec notre récit, puis on fait de notre mieux. Mais moi, j'ai plein d'empathie. Puis moi-même, c'est ça aussi. Je pense que j'écris aussi pour me rappeler à moi-même, tu comprends? Parce que moi, au day-to-day, évidemment que des fois, je suis faillible, puis je vais vite, puis je suis pas toujours à l'écoute. Puis tant mieux s'il y a des gens qui me brassent puis qui me disent mes 4 vérités. Je pense que j'aime ça. J'apprécierais, puis je le souhaite. Là. Peut-être c'est ça que les gens peuvent faire aussi. C'est une belle qualité d'être capable de recevoir ça. Tu as dit, moi, j'aime les mots. Tu parlais de Winnicott tantôt. Tu as dit, moi, j'aime follement les mots. Je les aime car ils me permettent d'écrire et en un sens de soigner. Ils m'aident à penser, mais surtout à ressentir. Ils me permettent de rejoindre ma part la plus vulnérable et créative, mon vrai self, comme le traduirait Winnicott. Le poème est là où je deviens patiente et grâce à ce saut où je deviens soignante. On l'a abordé, mais j'aimerais ça le clarifier. Comment l'écriture te permet de devenir patiente, soignante, puis d'être une meilleure psychiatre? Meilleure, je le sais pas, mais en fait, une psychiatre plus proche d'elle-même ou plus authentique, j'espère. Mais bon, être bon, j'ai compris que c'est compliqué. En fait, je crois que tu vois, tant dans soigner mi que soigner écrire, pour moi, c'est important de me mettre en jeu comme patiente. Hein? Donc, je me suis mis en jeu dans des récits où moi-même j'ai été patiente pour d'abord qu'on voit bien qu'on est tous et toutes dans le même bateau de la maladie et de la mort, puis que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui me distingue du patient ou de la patiente, puis que dans le fond, c'est juste une question de temps avant que moi aussi, je sois de l'autre côté. Ouais. Donc, pour moi, c'est important et ce faisant, en me mettant en scène ou en jeu comme patiente, mais aussi dans, je dirais, mes vulnérabilités, mes zones d'ombre, c'est vraiment aussi de montrer que comme soignant, soignante, ça a aussi de l'importance et qu'on soigne aussi avec qui on est, avec nos vulnérabilités. Puis, encore une fois, quand je vois tout l'essor de l'IA, je me dis, c'est peut-être aussi ce qui va nous garder authentiquement humains, toutes ces failles-là, ces vulnérabilités-là. Et moi, je crois que mon travail est beaucoup une écriture de la vulnérabilité. Je pense que c'est un leitmotiv dans plusieurs de mes livres. Puis, c'est une préoccupation assez centrale. Et donc, je dis tout le temps, c'est un peu l'endroit où je me permets d'être complètement folle. Tu comprends? Ouais. Puis, je pense que ça a de l'importance. Et je pense qu'on a tous et toutes ça en nous. Fait que c'est pas parce que je suis psychiatre que moi, je sais bien des choses. Au contraire, je sais pas grand-chose. Puis moi aussi, je peux devenir complètement folle. On va en parler de la folie un peu plus tard parce que c'est entre autres un passage qui m'a beaucoup interpellé dans le livre. Je veux qu'on parle du langage. À quel point le langage est important dans ta pratique? Parce qu'il y a un moment, je pense, dans soigner, aimer, ou non, c'est dans une entrevue que tu as donnée où tu parles d'une patiente bipolaire qui te parle de sa maladie verte. Puis tu dis, moi, si sa maladie, sa bipolarité, c'est la maladie verte, j'en ai que faire, on va utiliser cette terminologie-là. À quel point le langage est important dans ta pratique? Bien, en fait, le langage est particulièrement important en psychiatrie parce qu'on est un petit peu au 19e siècle de la cardiologie. Hein? C'est-à-dire qu'à l'époque, les cardiologues, il y avait des espèces d'entonnoirs qui essayaient de deviner qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on est encore à cette époque-là. Donc, on a un entonnoir, puis on écoute des symptômes, puis on essaie de faire sens, puis d'accoler une étiquette. Mais on ne peut pas faire une imagerie pour savoir si quelqu'un, par exemple, est schizophrène ou souffre de la maladie bipolaire ou de la maladie verte. Donc, le langage m'apparaît d'autant plus important en psychiatrie et je pense que c'est pour ça qu'en psychiatrie, on n'a encore pas vraiment le choix d'écouter les patients, patientes. Puis je pense que dans d'autres disciplines, il arrive à quasiment s'en passer. Okay? De manière assez tragique parce que je pense que ça fait partie de l'exercice de la médecine, mais il reste que si tu as mal au ventre rapidement à l'urgence, il risque de te faire une imagerie plutôt que de t'écouter en long, en large et en travers. Moi, l'autre fois, j'avais une hernie, puis là, il y avait comme un liquide dedans, puis j'avais plein de questions. Puis le chirurgien, ça a duré 1 minute. On va vous faire un scan, puis on va savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est réglé. Donc, tu vois, le langage est doublement important dans ma pratique comme psychiatre parce que j'en ai besoin encore pour diagnostiquer. Le jour où j'en aurai plus besoin puis on aura des marqueurs biologiques, peut-être qu'on sera devenus des neurologues. Est-ce qu'on vous apprend l'importance du temps quand vous étudiez en médecine? Vraiment pas. Ouais.
Comment on pourrait nous apprendre ça? Je serais curieuse de ton Je sais pas, opinion. c'est juste que j'ai l'impression que dans tout ce dont on parle, c'est l'efficacité Mhm, qui prend le dessus. mhm, Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est une mhm. question d'efficacité, Ouais, de ouais, rapidité, ouais. un jour de précision qu'on va Mhm, aller chercher, mhm, d'exactitude. mhm. Alors que de mon côté, n'étant pas médecin, étant plus souvent qu'autrement un patient ou un kidam, un individu qui est dans ce système-là, mon plus grand stress, c'est d'arriver dans un univers, dans un environnement où on n'a pas le temps Ah, de OK. me traiter. Puis j'ai De le l'impression que c'est traiter. beaucoup ce que Ouais. les gens vont vivre OK. C'est-à-dire que ça va trop vite. potentiellement. Ben, je pense que tu as tout à fait raison. En même temps, quand j'ai comme ma liste de patients le matin puis que j'en ai tant à voir puis j'ai tant de temps dans ma journée, c'est sûr qu'effectivement, ça devient une question. Ouais. La façon dont j'ai un peu résolu ça pour moi-même, je te dirais, c'est que j'ai réalisé qu'écouter, c'est au-delà de la question du temps. Puis que OK? des fois, dans le fond, je vois certains de mes étudiants, mes étudiantes qui peuvent passer énormément de temps avec les patients, mais je ne sais pas s'ils les ont écoutés. Hein? Puis d'autres vont prendre autant de temps, puis vont les avoir écoutés. Donc, je crois qu'il y a vraiment une posture qui peut-être peut se faire en moins de temps. Donc, il y a quelque chose qui dépasse que la seule question du temps, quoique je nie pas son importance. Mais je pense que ça pose aussi la question du temps des patients et du temps des soignants. Ouais. Et c'est peut-être là que le temps de l'écriture est important. Parce que c'est sûr que le temps des patients n'est pas le même que celui des soignants. Je Évidemment. lisais récemment un texte de Virginia Woolf, On Being Ill, donc sur la maladie. Ouais. Puis elle décrit, mon Dieu, toutes les choses que là, je vois. Je suis étendue toute la journée. Les nuages, il faut alerter les journaux. Il y a des nuages qui passent dans le ciel. Mais c'est vrai que c'est pas le même rapport au temps. Ouais. Hein? On n'est plus justement dans cette espèce de vaste productivité dans laquelle on évolue quotidiennement. Donc, c'est un autre temps. Puis le soignant, lui, n'est pas dans notre temps de la maladie. Qu'est-ce qui fait de la bonne écoute si ce n'est pas le temps? Il faut avoir deux oreilles. Je dirais une oreille tournée vers le patient, puis une oreille tournée vers soi, pour pas mêler les bruits. Parce que c'est sûr que si je ne sais pas que c'est je pense à mon grand-père quand j'entends tel patient, je vais pas bien écouter. Je vais mêler les récits, je vais mêler les histoires. Donc, je crois que c'est cette double oreille. Qu'est-ce que la compassion, si ce n'est que de partir d'une expérience personnelle pour interpréter l'expérience d'autrui? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de définitions, mais Ouais. moi, une définition que j'aime beaucoup, c'est une définition de l'empathie. Puis elle dit en gros, l'empathie, c'est la capacité de se mettre dans la peau d'autrui tout en restant soi-même. Mais pour ça, il faut évidemment connaître sa propre histoire. Sinon, nous, on appelle ça faire crochet, c'est-à-dire que là, on fait crochet, puis en fait, on veut sauver soi à travers l'autre. Est-ce que ça arrive de se perdre? Oui, c'est même un bon, c'est même un bon apprentissage. Oui, Ouais. oui. Plus ça va, moins on se perd? Oui. On connaît mieux son histoire. Ouais. Puis je pense qu'au début, je pense qu'il y a plein de raisons pourquoi on devient soignant. Moi, j'ai écrit dans Soigner aimer, c'est qu'on devient soignant parce qu'on est quelqu'un qu'on n'a pas réussi à soigner ou à réparer. Puis donc, évidemment on se mêle au début. Hein. Mais bon, après ça, on accepte. Dans la revue Liberté en 2017, juste après la sortie de Soigner aimer, tu as dit la psychiatrie, c'est une discipline, dis-je, de questionnement. J'aime cette absence de certitude et cette co-création avec le patient d'un espace thérapeutique. On dirait que c'est presque contre-intuitif de ne vivre que dans le questionnement si on est dans une discipline de soins et pourtant c'est la chose que tu aimes le plus. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est là qu'il y a possibilité pour la personne de faire sens de son histoire. Tu sais, souvent, c'est rendu que c'est moi qui dis ça maintenant, mais moi, je dis souvent, écoutez, moi, je suis psychiatre, mais je ne suis pas une fan des diagnostics ni des étiquettes. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est un langage qu'on a mis ensemble pour communiquer, mais il reste que, comme je t'expliquais, on est un peu, à mon avis, encore au balbutiement au niveau de la science psychiatrique. Donc, on essaie de faire sens. On a certains diagnostics qui, à mon avis, sont plus valides que d'autres, mais il y a une expansion diagnostique. Maintenant, les gens cherchent des diagnostics pour faire sens de leur histoire. Puis je comprends cette volonté de faire sens, mais pour moi, c'est quand même étonnant comme psychiatre que c'est moi maintenant qui dit, dans le fond, moi, je travaille avec Hélène ou avec Jacques et non avec telle maladie. Au bout du compte, on est plus que sa maladie. On va passer à travers quelques moments de Soigner aimer que j'ai notés.
En fait, c'est particulièrement des moments, puis je pense que c'est ça qui m'a happé quand j'ai commencé dès les premières pages de Soigner aimer. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très personnelles, le cliché, très personnel, mais à la fois très, très universel dans leur portée. Dès la page 12, tu dis la frontière entre le normal et le pathologique devient de plus en plus poreuse. C'est quelque chose dont tu as parlé un peu tantôt, en tout cas, tu y as touché. Cette idée que j'ai l'impression qu'on se refuse de plus en plus à des états d'inconfort, puis on a l'impression que ça devrait être diagnostiqué d'une certaine façon, alors que parfois on est juste triste, en crise, dans le doute. As-tu l'impression que cette quête de normalité ou en tout cas de diagnostic s'amplifie avec le temps? Bien, c'est vraiment intéressant. Puis je vais m'appuyer sur un philosophe et historien de la médecine que je cite souvent quand il aime. Dans un de ses textes, il va dire en fait la psychiatrie, dans le fond, a perdu des diagnostics au bénéfice de la médecine physique ou de la neurologie. Puis dans le fond, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a des auteurs comme Wakefield, en fait, qui vont parler aussi, dans le fond, comment la psychiatrie a médicalisé la tristesse. Puis ça, encore une fois, c'est un petit peu parce qu'on n'a pas, disons, une science encore assez balbutiement, à mon avis, où, par exemple, des critères de dépression pourraient s'appliquer, si on regarde juste les critères froidement, quelqu'un qui a une rupture amoureuse pourrait carrément, des fois, coter pour c'est comme 5 critères sur 9 d'une durée de 2 semaines, mais on ne va pas parler nécessairement d'une dépression. Puis moi, je passe un peu ma vie ces temps-ci à dire, bien, écoutez, moi, à votre place, je serais tellement triste. Puis c'est très sincère. Mais c'est comme si venant que c'est le psychiatre qui le légitime, là, on a le droit. Tu comprends? Mais c'est aussi que là, on est dans un monde où là, ça prend, pour, dans le fond, pouvoir vivre son deuil, bien, là, l'arrêt de travail, ça prend un diagnostic, les compagnies d'assurance. Donc, il y a tout un système. On vit dans une société. On n'est pas seul sur son île. Donc, il y a des complications que je comprends et je respecte. Mais on est dans un drôle de monde et de moment. Et oui, je pense que la psychiatrie a grugé le terrain de la normalité. Et moi, je pense que la psychiatrie, ben, vaut mieux qu'elle ne s'occupe pas trop du malheur. Hein? Parce que je ne suis pas sûre que c'est son expertise. Qu'est-ce que ça veut dire, pas trop s'occuper du malheur? Ben, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations dramatiques, hein? C'est-à-dire des situations socio-économiques terribles, des enjeux de l'immigration, tout ça. Mais est-ce que c'est de la maladie? Ben, moi, je ne crois pas. Hein? Ils se retrouvent dans des conditions inhumaines. Puis après, ben, on demande à la médecine de s'en occuper parce que comme société, ben, on ne s'en occupe pas. Donc, ça finit aux urgences, psychiatriques. Mais beaucoup de gens, dans le fond, ce n'est pas nécessairement de la maladie au sens psychiatrique. C'est juste la grande souffrance humaine que comme société, ben, on ferme un peu les yeux. Puis ben, ça se ramasse à l'urgence. D'un point de vue macroscopique, est-ce que la clientèle, les patients ont changé avec le temps? Ben, ce qui est marquant, puis là, c'est vraiment mon expérience personnelle, puis j'ai pas, je te dis pas au niveau épidémiologique, mais moi, ce qui me marque à Montréal, c'est évidemment l'itinérance. Quand on est aux urgences, le nombre de personnes en situation d'itinérance. Puis je me mets à leur place, moi aussi, je serais complètement stressée. Et j'aurais des idées assez noires, mais c'est tellement souffrant, c'est ça. Mais c'est un problème qui est social, qui est économique, qui est politique, mais qui, à mon avis, n'est pas psychiatrique. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance qui peut s'installer quand on est un psychiatre? Oui, ben oui. Oui, ben c'est pour ça qu'à un moment donné, on écrit, pour se gérer un peu. C'est ça, parce que sinon, voir tout... J'ai une collègue qui est ma mentor, qui a bientôt 80 ans, qui travaille encore comme psychiatre. Christiane, puis elle me disait l'autre fois, elle avait pris quelques mois de congé, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Puis elle a dit, je me lave de tout le malheur humain accumulé. Elle avait pas quoi faire ça. 100 ans presque, les psychiatres ou 50 ans. Donc, ben oui. Ouais. Ben oui, moi, c'est pour ça que j'écris, en fait. Je sais pas les autres comment ils font. Fait que tu te laves de tout le malheur humain accumulé en écrivant. Ben, j'y arrive pas toujours. Ouais. Page 22, dans Soigner aimer. J'ai décidé d'abandonner le pourquoi, d'être là simplement, de l'écouter se taire. Quand est-ce qu'on sait, en psychiatrie et dans la vie, quand il faut parler et quand il faut se taire? Ben, à mon avis, se taire, c'est encore parler, c'est-à-dire c'est dire quelque chose, c'est dire ça vaut la peine que je me taise en ce moment puis que je t'écoute. Puis justement, Christiane, elle me disait souvent, dans le fond, la psychothérapie, c'est simple. Je vais te dire l'ABC de la psychothérapie. Ah, bien, c'est très bien. Ah,
Bien, c'est très bien. Donc, on écoute. On fait ah, ah. Mais c'est ça. Il reste que là, c'est la base. Donc, et je crois que dans les moments dramatiques, souvent, on va se taire. Mm. Hein, on va écouter. Puis, c'est comme ça qu'on va parler de notre présence. La situation que tu décris, que j'évoque dans Soigner aimer, c'est une patiente qui était en mutisme complet depuis de mémoire plus d'1 an. Et donc, elle ne parlait pas du tout. Donc, moi, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de l'écouter? Au début, évidemment, on a la tentation de la faire parler. On essaie plein de techniques. Dieu sait que j'en ai essayé, mais bon, on écoute. Moi, j'ai écouté tous ces silences. C'est ce que je faisais de mieux, je pense. T'arrives-tu d'être frustré? Ben oui. Ben oui. Ben, on est humain. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme des trucs... Ben, premièrement, je parle jamais à des psychiatres, fait que j'en profite. Ouais. Mais deuxièmement, c'est qu'on se dit, il y a tellement on attend tellement une mesure, j'ai l'impression, des gens qui nous traitent la tête, que des fois, c'est difficile d'avoir justement cette empathie ou cette projection pour faire, hey, ça se peut que la personne en face de moi elle soit frustrée parce que ça se passe pas exactement comme elle veut, d'où ma question. Comment et quand elle arrive, cette frustration-là? Mais je pense que la frustration va en dire plus sur moi, mon histoire, ou tu comprends? Ouais. C'est comme, dans le fond, il y a certaines situations qui, moi, pourraient venir me chercher ou me faire vivre des émotions plus négatives, entre guillemets, alors que d'autres personnes, d'autres thérapeutes ne vont pas du tout avoir ces mêmes crochets-là. Donc, c'est vraiment d'écouter un petit peu ces crochets. Moi, c'est par la poésie, c'est une voie que j'ai trouvée. Mais donc, à mon avis, si je sens une irritation, j'essaie de trouver qu'est-ce qui en moi vibre. Puis peut-être que là, effectivement, il y a une co-création. Peut-être que la personne aussi, on va appeler ça de la projection, peut projeter quelque chose, donc peut projeter une partie d'elle qu'elle m'attribue. Mais là, tu vois, c'est tout décortiquer ça. Mais c'est pour ça que ça prend plus qu'une oreille. Il faut vraiment écouter d'un côté, puis moi, qu'est-ce que je vis, puis qu'est-ce qui appartient à qui. Des fois, on le sait pas. Ouais. Puis on dit, on sait pas. Voilà. Puis on tolère justement de ne pas savoir. Ouais. Ça m'amène à te poser une question, puis peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on parle de la frustration, puis l'autre fois, je parlais de la colère avec un ami. Puis je disais, j'ai l'impression que la colère, c'est pas nécessairement une émotion qui existe. C'est-à-dire que... Mais attends, voici où je vais avec ça. C'est que j'ai l'impression que souvent, on va se mettre en colère au lieu de vivre une autre émotion qui est plus sous-jacente à cette colère-là. J'ai l'impression que la colère, c'est un instinct, mais qu'au bout du compte, ce qu'on vit réellement est peut-être plus profond puis plus nuancé. Bien, en fait, c'est parce que là, il y a des différentes, disons, façons d'exprimer sa colère. Tu sais, l'affirmation de soi, on pourrait dire qu'il y a une façon, ça peut venir d'une certaine colère. Après ça, il y a eu peur la rage, qui est un autre extrême. Donc, il y a des modulations, mais il reste qu'après ça, il y a souvent des strates de l'esprit qu'on appelle. Donc, supposons, je peux avoir une expression de colère, mais en dessous, c'est de la peur d'abandon, exemple. Donc, il peut y avoir des strates d'émotions. Il reste que la colère est une émotion humaine tout à fait attendue quand on n'obtient pas qu'est-ce qu'on veut. Et moi, je passe aussi beaucoup de gens à questionner les gens sur leur colère. Parce que souvent, les gens ils me disent, moi, j'ai jamais senti de la colère. Ben là, je suis bien impressionnée. Je dis, ah, sérieux? Wow! Aïe, aïe. C'est pour ça que vous êtes pas... c'est pour ça que vous êtes dans mon bureau. Allez! Mais pourquoi, Faut vous fâcher contre moi un peu, là. Qu'est-ce qui est si intriguant quand quelqu'un n'a jamais vécu de colère? Mais parce que c'est sûr qu'il y a de la colère. C'est une émotion humaine fondamentale. Donc, ça veut dire que c'est... C'est quelque part. Ça a dû arriver, mais la personne ne va pas Dans le fond, la colère aussi, moi, ce que je trouve, c'est que comme femme, on dirait que c'est vraiment une opinion personnelle. Absolument. Mais je trouve que des fois, c'est comme si comme femme, ça va être mal vu. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exprimer, tout ça. Mais là, évidemment, ça peut être retourné contre soi, ça peut sortir en anxiété. Mais oui, si quelqu'un, vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est normal. Moi, je me sens en colère dans ce temps-là. Ça ne veut pas dire que je vais aller frapper la personne. Là. Juste comme, je suis en colère. Voilà. Faut le vivre. Oui, je la sens, puis ça me fait du bien de la sentir. Ouais. Mais c'est sûr que si je la réprime, à un moment donné, ça sort ailleurs. Hein. C'est mathématique. Là. Donc, la colère existe, c'est ce que j'en comprends. Parce que, à mon avis, mais après ça, effectivement, ça peut être des strates ou d'émotions. Il peut y avoir autre chose en dessous. Des fois, des manifestations. En dessous, il y a de la peur. Donc, à décortiquer. À décortiquer à travers. L'art est ce qui permet à la science de passer entre deux êtres. Comment l'art permet à la science de passer entre deux êtres?
L'exemple en psychiatrie assez simple, c'est que, bon, en psychiatrie, plusieurs des personnes qui viennent nous voir ne pensent pas qu'ils sont malades, ne pensent pas, par exemple, si on a la schizophrénie ou on est dans la psychose, en général, on ne pense pas qu'on est malade. Et donc, évidemment, prendre un médicament n'a comme aucun sens. Et c'est vraiment tout un travail de relation. Et c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, l'art, c'est un peu l'art de la relation. C'est l'aspect art de la médecine, qui n'est pas seulement une technique. Donc, c'est facile de savoir quoi prescrire quand quelqu'un souffre de psychose, en tout cas, quand on a fait son cours en psychiatrie. Mais après ça, lui faire accepter, c'est tout un travail. Donc, évidemment, on peut passer par des mesures légales, mais idéalement, on essaie de se faire confiance. Et pour moi, c'est tellement touchant quand j'arrive à ça, que la personne me fasse assez confiance pour suivre le traitement, même si fondamentalement, elle pense qu'elle n'a pas de maladie. C'est quoi les plus grandes fiertés quand on est psychiatre? Ah, c'est drôle. Je sais pas. Bonne question. C'est drôle, hein? Ben, écoute, je fais de l'association un peu libre, mais ce qui m'est venu, c'est d'avoir été là, d'être resté. Même quand des fois, ça n'allait pas ou quand des fois, les psychiatres, on ne reçoit pas toujours des fleurs, évidemment. Là, on enferme les gens. Fait que d'avoir été fidèle au poste. Ouais. La mort. Juste à la page, j'étais à la page 78, puis c'est parce que je t'ai entendu en parler aussi dans d'autres entrevues. Je sais que c'est un sujet récurrent. Mais dans la mort? Ben, moi, oui. Bien sûr. Tu dis, est-ce cela mourir, ne rien habiter? Ensuite, un peu plus loin, boulevard qui se confond avec tellement d'autres boulevards d'une Amérique mort-née. J'entrevois la fin de vie. Donc, je veux que tu me parles de cette place que la mort occupe dans ton œuvre et dans ta tête et dans ton expérience quotidienne. Écoute, c'est drôle parce que je donnais justement un atelier d'écriture, puis quelqu'un me faisait remarquer le mot cerise qui revient. Ah. C'est vrai qu'il revient assez souvent dans mes livres, mais le mot qui revient probablement le plus, enfin, il y en a deux, c'est mort et poème. Et c'est peut-être les mots qui définissent mon travail. Écoute, la mort pour moi, c'est la grande question. La grande question, puis aussi ce qui nous force à vivre, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y a une échéance. C'est une question qui m'a toujours profondément habitée. Je pense aussi dans mon métier, pas tant la mort, physique, que des morts psychiques, des deuils, des pertes, on dirait que la poésie, pour moi, c'est un peu le travail de la mort. Je cite souvent Antonio Gamoneda, qui est un poète que j'aime beaucoup, qui va dire toute ma poésie est le récit de comment je marche vers la mort. Et je pense que c'est un peu ce que je fais, ouais. C'est un peu le récit de comment je marche vers la mort. Pourquoi j'ai cette préoccupation? Je ne sais pas. Mais moi, dans ma tête, tout le monde pense à ça tout le temps. Mais là, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement le cas quand j'écoute les gens. Mais toi, tu y penses? Souvent. C'est que je pense que la question de la mort, elle est souvent liée à celle de la peur de la mort. Et il y a comme, j'ai l'impression, deux camps. Il y a les gens qui pensent à la mort comme un grand concept. J'ai l'impression que comme toi, tu peux le faire. Puis en plus, tu y es confronté à différents niveaux dans ton travail. Puis il y a des gens qui vont penser à la mort et chez qui ça va évoquer une grande frayeur, une anxiété, une angoisse. Puis j'ai rencontré très peu de gens qui sont entre les deux. Ah, c'est vraiment intéressant. Ben, peut-être que c'est des croyants, les gens entre les deux. Ah ouais. C'est un autre rapport à la mort. Est-ce que tu sais pourquoi tu te préoccupes de la mort? Je pense que peut-être que j'en ai peur. Oui, puis c'est ma façon à moi d'apprivoiser la bête avec des mots. Mais je suis plus, tu vois, en l'écrivant, c'est comme si ça m'apaise. Hein? C'est comme si j'essaie d'en saisir des contours ou de la mettre en forme. Puis il y a quelque chose de très apaisant. Puis je travaille présentement sur des poèmes où il y a beaucoup de poèmes sur la mort, mais pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ouais. Tu vois, mon amie Christiane, elle disait, si elle a peur de mourir, c'est qu'elle a peur de vivre. Voilà. La peur de la mort, elle se divise aussi entre les gens qui n'ont pas peur de leur propre mort, mais qui ont peur de celle des autres. Et ceux qui ont peur ou celles qui ont peur de leur propre mort et aussi de celle des autres. Dans quel camp es-tu? J'ai de moins en moins peur de ma propre mort. Puis j'arrive à quand même
évidemment, je serais absolument attristée et endeuillée. Ce serait la plus grande perte pour moi que mes enfants meurent. Ben oui. Mais je vis pas constamment dans cette peur-là. C'est comme si avec eux, je suis la mère et je ne suis pas l'enfant. Et je crois que pour moi, la peur de la mort est liée à une expérience infantile ou à quelque chose où il n'y avait pas de jet pour vivre, dans le fond, cette angoisse-là, un peu préverbale. Puis peut-être c'est cette obsession des mots aussi vient de là aussi. Mais bref, on dirait qu'avec avec eux, j'arrive à être l'adulte dans la pièce, si tu veux. Mais je pense que c'est vraiment lié à mon enfance, qui est un autre thème récurrent de mon travail et du travail de la poésie, en fait. Là. Ouais. C'est vrai que, puis là, ça me vient en tête, au moment où on se parle, quand tu racontes le décès de ta grand-mère, Denise, c'est le seul moment du livre qui est écrit en strophe, en fait. Oui, c'est un poème. En fait, pour la petite histoire, c'est un poème que j'ai écrit littéralement quand elle est décédée. Donc, elle venait de décéder. Puis le soir même, j'ai écrit ce poème fleuve. Donc, pour un peu mettre en forme cette mort-là. Ça a aidé? Oui. Oui. Puis ça m'a tellement touchée parce qu'il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu ce poème-là quand des proches à eux étaient décédés. Puis que ça les avait réconfortés. C'est comme si, à travers l'écriture, on se sent aussi moins seul comme lecteur, lectrice. Moi, c'est mon expérience comme lectrice. Puis ça m'a énormément touchée que quelqu'un me dise ça. Tu dis le soin ne peut s'exercer sans la poésie d'une âme ouverte à la folie en soi. Ça, c'est à la page 104. Et à la page 13, tu dis « Soigner demande humilité. La relation thérapeutique est inégale. L'humilité équilibre le lien, permet la compassion et non la pitié. Rappelle que le patient pourrait être moi, que peu me distingue de lui. » Encore une fois, d'un point de vue plus large, à l'extérieur de ta pratique psychiatrique, j'ai l'impression que l'idée d'être capable de se voir en l'autre, dans toutes les sphères, est une solution. Je vais être grandiloquent, mais au problème du monde. Le penses-tu aussi? Un concept qui m'intéresse beaucoup, puis en fait m'intéresse parce que c'est aussi une thérapie dans laquelle je suis formée. Ça s'appelle la mentalisation. Puis disons la définition assez simplifiée, ce serait de dire se voir de l'extérieur et voir l'autre de l'intérieur. Et voir les autres de l'intérieur. Et je pense que c'est un peu ce mouvement-là qu'on essaie à travers l'art, qu'on essaie ensemble aussi. Puis je pense que ça, oui, ça peut être aidant. Puis c'est une capacité qu'on a comme humains, toutes et tous, mais qu'on perd souvent. Hein? Pourquoi et comment? On perd dans des moments d'intensité émotionnelle ou dans des moments où disons, certains attachements plus intimes. Donc là, on va être un peu activé, si tu veux, ou certaines insécurités. Puis là, on peut perdre un peu cette capacité-là. Puis par exemple, être convaincu que mon chum est méchant, qui est très gentil. Mais là, supposons que j'ai une émotion intense, je vais être convaincu qu'il est méchant. Puis là, je perds un peu cette flexibilité et cette curiosité par rapport à autrui, puis par rapport à ses états mentaux. Et je crois qu'on pourrait peut-être appliquer ça de manière plus large, de manière grandiloquente, comme tu l'évoques. Peut-être cette capacité-là aussi. Dans le fond, on aime bien des fois détester certaines figures ou lancer des choses, mais il y a une certaine complexité, une certaine flexibilité, une certaine curiosité. Voir l'autre de l'intérieur et se voir de l'extérieur. Je vais garder ça en tête. Ma dernière, à la page 145, tu dis « La folie est importante, tout comme l'écriture, non parce qu'elle est souffrante. Cette souffrance, on cherche à la soulager, mais parce qu'elle touche à l'humanité, à ce qu'il y a d'humain dans l'humain. » Est-ce qu'on est tous fous? Le problème du mot folie, tu comprends, c'est qu'il y a tellement de sens. Hein? Puis c'est ça, moi, autant des fois, je lis schizophrénie dans un texte au sens d'être divisé, mais je le lis pas de la même façon comme psychiatre. Donc, le mot folie, évidemment, on n'est pas tous en psychose. Mais bon, après ça, on peut avoir nos folies au sens populaire du terme. C'est ce que tu disais tantôt. C'est ça, exactement. Donc, un peu nos excès. Nos excès, ce qui dépasse en nous. Des fois, on va dire « c'est plus fort que moi ». Mais c'est une drôle d'expression parce que c'est encore soi. Donc, c'est encore des parties de nous même qui ne sont pas intégrées. Donc, toutes ces parts d'ombre, on peut appeler ça des ombres, on peut appeler ça des folies. Mais un petit peu, c'est ce qui nous rend créatifs, ce qui nous rend humains. En terminant, est-ce que tu fais preuve de la même empathie, de la même compassion, de la même écoute et de la même compréhension envers toi-même qu'envers les gens qui sont face à toi? J'ai appris à le faire parce que je pense pas que je pourrais le faire envers les autres si je le fais pas envers moi-même. Donc, c'est un mouvement qui
qui à mon avis, est parallèle ou donc j'ai besoin de le faire envers moi. Je ne l'avais pas beaucoup, je dirais ça comme ça, mais je pense que je l'avais moins aussi avec les autres à ce moment-là. L'autre chose, c'est que je crois que oui, évidemment, ça prend de l'écoute, ça prend cette flexibilité, cette curiosité, cette empathie, mais je crois que c'est ce qui permet ça, paradoxalement, c'est la limite. Hein? Et ça, je l'ai écrit souvent, mais c'est-à-dire, c'est le fait qu'on est séparés psychiquement qui fait qu'on peut être en lien. Puis ça, souvent, je crois que c'est peut-être pas assez réitéré. Souvent, je l'ai dit dans mes textes aussi, mais dans le fond, aimer, c'est être capable de dire non. Hein? Sinon, je veux juste être aimé, dans le fond. Fait que des fois, moi, je peux être, je dirais, très frustrante. Donc, dans le fond, je dis non très souvent, mais je pense que c'est l'idée que j'accepte qu'il y ait un lien, puis qu'on est deux personnes séparées, puis que j'ai aussi des limites, puis que si je respecte pas ces limites-là, ben à quelque part, ça va teinter la relation aussi. Ouais. Vanessa Yunti, merci. Hey, merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. T'habites pas loin, tu reviendras. Merci.